Et pour évoquer ce vote au Parlement français, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Gamal Abina, vous êtes expert en questions internationales. Tout d'abord, quels sont les principaux points de discorde qui ont conduit au dépôt de ces motions de censure ? Ça commence déjà par la genèse de ce gouvernement, qui est un gouvernement illégitime, nommé par M. Macron. Il faut rappeler quand même que la droite a fait à peu près 6% aux élections, qu'elle s'est positionnée en 4e position par rapport aux dernières élections législatives, excusez-moi. Et surtout, il faut rappeler que les us et coutumes de la République, c'est que lorsque un gouvernement perd, il doit donner, quel que soit le type de majorité, qu'elle soit absolue ou relative, il doit donner la primauté au vainqueur. Et en l'occurrence là, ce n'est pas le vainqueur qui l'a emporté, je parle donc du nouveau Front populaire, mais c'est le perdant. Et le perdant, en 4e position, c'est vraiment l'ultra-perdant. C'est même pas l'élan de la Macronie, mais la droite. Macron espérait, en prenant un gouvernement de droite, rallier l'extrême droite à quelques idées un peu crasses, mais manifestement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que l'autre question qui se pose, en dehors de l'illégitimité de ce gouvernement, c'est qu'il veut faire passer de force des lois extrêmement antisociales pour faire les économies, qu'on chiffre à 41 milliards d'euros. La France est en déficit chronique, risque de tomber dans un déficit qui dépasserait les 6,4%. Et c'est une des raisons pour lesquelles Macron, qui fait des calculs typiquement de banquier, a placé ce gouvernement de droite, qui fait aussi des calculs banquiers, dans le but de faire passer de force ces réformes qui sont passées par 49.3, ça a été annoncé encore une fois, ce serait le 20e d'ailleurs, et une façon d'imposer par le haut une décision que la base ne veut pas. Donc c'est tout un tas de choses, maintenant on parle de sécurité sociale, tout un tas d'économies de grande échelle qui voudraient être mises en place, qui sont un recul social pour la France, qui seraient des économies sans toucher évidemment aux plus riches. On est dans une politique ultralibérale où les riches sont préservés, les pauvres sont impactés, et ce Barnier ne faisait figure que de fusible. Il était là pour très bien, d'une réalité. Gamal Abina, pensez-vous qu'une de ces motions a réellement une chance d'aboutir ou s'agit-il davantage d'un acte symbolique ? Alors non, pas symbolique, parce qu'il y a des enjeux qui vont bien au-delà de la simple motion de censure. D'abord, l'extrême droite en l'occurrence, l'ex-Front National, donc le Rassemblement National, qui ne rassemble d'ailleurs que les radicaux, a besoin de montrer qu'il est un peu social. Il n'en est pas du tout. C'est un rassemblement d'ultralibéraux. L'extrême droite n'a jamais été sociale, on le sait très bien dans l'histoire. Même les nationaux-socialismes allemands n'avaient de nom de national que le nom, mais dans les faits, c'était des ultralibéraux. Et donc, il a besoin de montrer à sa base qu'il espère draguer, je parle de la base qui serait une base ouvrière, qui serait une base paysanne, qu'il est quand même un peu social. Donc lui, il fait un calcul d'un compte d'apothicaire. De l'autre côté, le NFP, dans une longue tradition sociale, puisqu'ils s'inscrivent dans la tradition du Front populaire qui a obtenu les congés payés en 1936, eh bien le NFP, qui fait honneur à Blum, veut revenir sur les questions sociales et au moins préserver le tissu social tel qu'il est. Et donc lui, il fait un calcul de son côté pour montrer qu'il est dans sa ligne, de droite ligne de ce qu'ils avaient proposé comme programme, un vrai programme réfléchi. Et les deux sont d'accord pour faire tomber le gouvernement parce qu'ils ont besoin éventuellement de voir un de leurs membres, donc Premier ministre soit d'extrême droite ou Premier ministre du NFP, être nommé à la tête du gouvernement. Mais le problème, c'est que dans ce calcul, il y a une convergence de deux extrêmes qui disent tous les deux: nous prenons notre destin en main, nous prenons nos responsabilités. Laisser passer un tel budget antisocial aurait des conséquences tellement graves qu'elles seraient incalculables. Et justement, vous parlez de conséquences. Si l'une des motions est adoptée, quelles seraient les conséquences immédiates pour le gouvernement et le Premier ministre ? On parle beaucoup de ce qui s'est passé en 62 à l'époque de Pompidou et de Gaulle, où on a fait tomber effectivement ce gouvernement, mais encore une fois, Macron regarde le passé, il s'inspire de l'histoire, il est conseillé par Attali, et donc il dit quoi ? Il dit si ça tombe, je peux éventuellement le renommer, ce qui serait une grave erreur, une faute politique considérable. Les conséquences, c'est qu'avec ce gouvernement qui tombe, on se retrouvait dans la même situation d'impasse voulue par Macron. Vous vous rappelez les paroles de Gaulle qui parlait de la chienlit politique, c'est Macron qui l'a provoqué. S'il avait accepté que l'opposition prenne l'exercice du pouvoir comme c'était normalement le cas sous la Ve République, il n'y aurait pas eu d'instabilité. Sauf qu'il a refusé tous les candidats jusqu'au bout. Il a enfumé tout le monde avec ses histoires de Jeux Olympiques qu'il fallait faire ça après, pour un apaisement, je ne sais. Et à l'arrivée, il a nommé un type qui est en plus impopulaire, qui n'a jamais exercé de fonction très importante à part l'Europe, et surtout un type qui est très fatigué, qui a 73 ans, qui n'a pas les idées claires, bref, quelqu'un qui correspond vraiment à un fusible. Eh bien, M. Macron joue avec l'homme politique, joue à la politique, fait des calculs qui sont extrêmement douteux, et surtout, il n'est pas là aujourd'hui. Il est au Moyen-Orient, alors que la France s'apprête à faire tomber un gouvernement. Donc on est sur quelqu'un qui est vraiment très aventurier, qui ne réfléchit pas. Je pense qu'il a du mal à se projeter dans des questions sérieuses, mais qui ne voit que des chiffres. C'est un type qui fait des calculs et qui passe son temps à calculer. Et vous l'évoquez d'ailleurs, Emmanuel Macron, cette crise, justement, est-elle la conséquence d'une défaillance politique d'Emmanuel Macron, trop soucieux de nouer des alliances à l'extérieur ?
Vous savez, le problème de M. Macron, moi j'ai du mal à comprendre le personnage. Tout le monde a dit que c'était un type exceptionnel, que c'était le Mozart de la finance. Bon, un Mozart qui fait des fausses notes, on se demande ce que c'est. Et aujourd'hui, sa finance, elle est calamiteuse. Il a un endettement qui est abyssal, 3200 milliards par rapport à un PIB de 2900. En gros, si on donne ça en euros, si on était salarié, ça fait 2900 euros de PIB pour 3200 euros de dette. Ça vous donne un peu le niveau de folie dans lequel on est tombé. Une dette qui dépasse 100% de la capacité à créer de la richesse. Et c'est M. Macron qui est à l'origine de ça. Donc on a dit que c'était un génie de la finance, un génie des comptes. Là, il essaie de rattraper le coup pour rester dans les critères de convergence parce que ça va coûter 1,5 milliard d'euros à la France d'amende de l'Europe tous les 6 mois s'ils ne rétablissent pas les comptes. Donc il le sait ça. Mais en même temps, M. Macron est un aventurier. Je pense qu'il fait toujours des alliances et des mésalliances. C'est toujours très difficile de le lire. Quand il est avec une personne A, il dit qu'il est d'accord avec elle. Quand il va voir la personne B, il est d'accord avec elle. C'est pour ça qu'on parle du en même temps. On ne sait pas où il se positionne. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est une politique qui est extrêmement confuse à mon sens. Très bien. Et pour revenir aux motions de censure, Gamal Abina, pensez-vous qu'elles révèlent une union temporaire des oppositions ou plutôt des fractures internes dans leur rang? Alors non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est une alliance contre nature, on l'a bien compris. Et en même temps, c'est une alliance stratégique, mais c'est une alliance de circonstances. C'est-à-dire que les circonstances poussent la gauche à vouloir adopter un programme social qu'elle a déjà d'ailleurs chiffré, il n'y a pas de problème, c'est pas un programme qui est fantaisiste, je l'ai lu, c'est le programme d'ailleurs le plus complet de tous les partis politiques. Faut voir un peu le travail qui a été produit. Piketty et d'autres économistes ont considéré que c'était un programme sérieux et ils ont raison. Ensuite, l'extrême droite, comme c'est l'ultralibéral, moins d'État, moins de social, plus d'entreprises. Donc l'extrême droite saute sur l'occasion pour faire croire qu'elle est un peu sociale, ce qu'elle n'est évidemment pas. Et ces deux grandes formations politiques sont arrivées première et seconde, donc je parle de l'UNFP et de l'extrême droite, ont besoin de montrer aux Français qu'ils ne sont pas d'accord avec une politique conduite par le gouvernement avec des 49.3 à répétition qui sont clairement anti-démocratiques. On est sur un système où on impose la décision par le haut, on ne passe même pas par les deux chambres, le Sénat, le Parlement, ça n'intéresse plus personne. Donc on a l'impression de voir une sorte de nouvelle, une dérive autoritaire de plus en plus inquiétante. Très bien. Et comment pensez-vous, ou plutôt, comment cette crise parlementaire est-elle perçue par les citoyens et cela peut-il accentuer la défiance envers les institutions ? Tout à fait, parce que les gens ont voté. Alors, il y a une victoire, mais j'étais à la place de la République, parce que je couvrais l'événement à ce moment-là. Il y avait une victoire de la gauche contre l'extrême droite, qui était un peu l'épouvantail. Donc, tout le monde est sorti, c'était la joie, la fête. À la place de la République, il y avait un monde fou. Enfin bref, on sentait bien que la France de gauche revenait au devant de la scène. Parce que cette France de gauche a toujours existé. Les partis de gauche n'étaient pas à la hauteur, mais cette France était là. Et là, quand on s'est rendu compte que Macron commençait à le voyer, à temporiser, à nous raconter des histoires sur les Jeux Olympiques, enfin des trucs ridicules qui n'ont aucun sens, alors que c'est lui qui a provoqué ces élections dans l'espoir de créer un choc à l'opposition qui ne pourrait pas s'organiser. Ça n'a pas marché, donc il a à nouveau perdu. Et donc les Français, quand ils voient, quand on vote, que finalement le résultat de leur vote n'est pas pris en considération, quand beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour la première fois et ont vu qu'on s'est moqué d'eux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une défiance, effectivement, il y a un désamour de plus en plus prononcé, déjà qu'on a du mal à mobiliser la jeunesse, et surtout il y a un sentiment d'impunité de la part des dirigeants politiques qui, si on était dans une vraie démocratie, parce qu'on parle beaucoup de démocratie en Algérie, ça me fait bien rire, dans une vraie démocratie, quand un homme politique a un tel bilan et a une telle impopularité, au-delà d'un seuil d'impopularité, enfin en dessous d'un seuil, on devrait le démettre de ses fonctions. Dernière question brièvement, Gamal Abina, même si les chances sont faibles pour un tel scénario, si l'émotion échoue, que signifie ce vote pour la suite de la politique gouvernementale et la stabilité du pouvoir exécutif ? Alors, le calcul de M. Macron, ce serait d'aller jusqu'en juin avec un gouvernement qui lui serait favorable. Si ces motions échouent, ce que je ne crois pas, mais imaginons dans ce scénario possible, pourquoi pas, si les motions échouent, à ce moment-là, ça voudrait dire que la politique antisociale sera appliquée de façon pleine et entière, que la loi de finances serait prononcée de la façon dont Macron le voudrait, avec ses fameuses économies de 41 milliards d'euros, et qu'à partir de là, il donnerait l'impression d'avoir donné des gages à l'Europe, et donc d'être moins sous pression européenne, et de peut-être lever des fonds moins chers. Il ferait plaisir au marché financier, mais en vérité, ce serait un échec, un aveu total, parce que finalement, il le ferait contre qui? Contre la population. Très bien, merci beaucoup Gamal Abina d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en questions internationales.